Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Est-ce que tu m'entends, Violaine? Allez, salut. Bonjour à tous. J'ai toujours un doute avec le volume et le son, mais ça a l'air d'être bon comme ça. Comment ça va aujourd'hui, Violaine? Bah écoute, ça va. Est-ce que tu t'es remise de ton week-end à Toulouse? Bah, j'ai l'impression qu'on se répète de semaine en semaine, aussi parce que je l'ai dit dans mon épisode bonus de la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai. En plus, déjà, il y a un mois, on était tous les deux à Toulouse. Ouais, mais là, cette fois, j'y étais pour aller voir une amie. Et c'est vrai que c'est une ville qu'on connaît très bien, Toulouse. Est-ce que c'était sympa ? Ouais, très chouette, franchement. Au printemps, il fait beau, température parfaite, donc super agréable pour flâner, pour profiter de ces beaux jours et puis boire des coups en terrasse aussi. Boire quelques verres. Je crois aussi que tu as fait une brocante, tu m'en as parlé. Une brocante ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'était une brocante ? Bah, si on veut vraiment être précis, c'était un vide-grenier. Donc ouais, j'aidais ma pote, mon amie. En fait, elle avait un stand et on vendait pas mal de trucs qui lui appartenaient. Ce qui est quand même le principe d'un vide-grenier, c'est de vendre des choses dont on n'a plus besoin, quoi. Et ne pas confondre donc une brocante et un vide-grenier, je dirais que c'est quand même similaire, ça se ressemble. C'est très similaire, la différence se joue juste au niveau de l'exposant, de qui va exposer et de qui va vendre, c'est ça. Quand ce sont des amateurs, des gens lambda, on va dire que c'est un vide-grenier. C'est bien ça. Et inversement, quand ce sont des pros, c'est une brocante. Est-ce que vous avez bien vendu ? Ouais, franchement, on était contente. Je dirais qu'on a vendu 80% du stand, ce qui est pas mal. Ouais. Et moi, je bradais pas mal de choses, donc je vendais pas cher des choses qui ne m'appartenaient pas. Ok. Et quel genre d'objet alors c'était ? Quel genre d'objet vous avez vendu ? Et j'imagine qu'il y a de tout dans ces moments-là. Ouais, il y avait de tout, surtout sur le stand de ma pote. Mais oui, comme dans n'importe quel vide-grenier, il y avait un peu de tout et n'importe quoi. Un miroir, des vêtements, de la vaisselle, des babioles, etc. quoi. Cool. J'en ai jamais fait, tu vois. J'y suis allé pas mal de fois, mais je crois que j'ai déjà acheté quelques objets, mais j'en ai jamais organisé. Et ça doit être à faire dans une vie, à mon avis, rien que pour échanger avec les gens, discuter, même sur, tu vois, comment fixer les prix, négocier aussi, pourquoi pas. Ça doit être fun. Ouais, mais bon, c'est vrai que toi, t'es assez minimaliste, donc je sais pas si t'aurais beaucoup de choses dont tu devrais te séparer. Mais bref, et toi, quoi de neuf ? Est-ce que tu te rappelles quand je me suis blessé en jouant au padel ? Oui. Ouais. Ça allait mieux, tu vois, mais voilà, pas de bol. Je me suis refait exactement la même chose la semaine dernière, jeudi dernier. Donc tu t'es reblessé. Pareil, c'était en faisant tu vois, le même geste, le bras droit, épaule droite. Je voulais smatcher et là, je sens que je me suis, que j'étais mal placé en fait et voilà quoi, bim, le bruit, la douleur et j'ai tout de suite compris que je m'étais reblessé. Exactement au même endroit. Pareil, au même endroit et il me semble que ce soit, tu vois, un peu fragile de ce côté-là depuis que je me suis blessé une première fois. Voilà, maintenant, j'imagine qu'il va falloir un peu de repos. Et un peu de rééducation, probablement. Voir un kiné, un ostéopathe, peut-être. Je sais pas. Voilà, il va falloir, sans doute, certainement. Mais ça m'agace, tu vois, je pensais que j'étais guéri. En fait, ça revient, mais c'est pas grave. Bref. Bon, logiquement, ça ne devrait pas t'empêcher d'enregistrer notre épisode du jour. Non, en plus, là, je sens absolument rien du tout, tu vois, quand je bouge, à part quand je fais un léger mouvement. Donc, écoute, en pleine forme pour faire cet épisode, que tu vas peut-être introduire, je sais pas ce que t'en penses, que tu vas présenter. Allez, je me lance. Bon, alors tu te souviens, je le sais, de notre épisode qu'on avait fait tous les deux, il y a maintenant un peu plus d'1 an, un épisode franchement spécial à mes yeux qui s'appelait « Les secrets du français parlé ». Je m'en souviens. Je sais pas si les gens qui nous écoutent l'ont en tête, mais c'était l'épisode numéro 43. Et avec un peu de recul, c'était un épisode vraiment important pour nous, pour plusieurs raisons, notamment pour le succès qu'il a rencontré et un succès auquel on s'attendait pas du tout au moment de l'enregistrer. En tout cas, pas autant, pas à ce point, ça c'est clair.
Vous savez, on avait partagé cet épisode sur YouTube et je suis allée voir tout à l'heure les dernières stats. On doit être pas loin des 400 000. Ouais, il y a eu autour de 400 000 écoutes juste sur cette plateforme, donc c'est un truc de fou. Et en fait, si tu ajoutes toutes les autres plateformes, on doit être à plus ou moins 500 000 écoutes. Donc, ouais, c'est assez énorme comme stat. Ouais, mais écoute, tant mieux. Tant mieux, ça prouve que ça a été utile pour vous et nous, bah, ça nous rend heureux. Et d'ailleurs, si vous l'avez raté, allez l'écouter. Il est bien sûr toujours dispo un peu partout. Donc, on s'est dit, bon, ça fait 1 an, l'épisode a plu et on est tous conscients que l'une des grandes difficultés du français, ça se passe à l'oral. Bah, il y a un écart immense entre les méthodes, les règles et puis la réalité, comment on parle en vrai. C'est le cas bien sûr, Violaine, dans plein d'autres langues, mais je pense que ça s'observe encore plus dans la nôtre. Je le crois aussi, j'en suis convaincue. Alors on s'est dit, et pourquoi pas faire une suite à cet épisode. Et oui. Le premier a plu, pourquoi pas le second. Donc un épisode 2 des secrets du français parlé. Parce qu'on avait dit pas mal de choses intéressantes, je trouve, mais on pouvait pas non plus tout vous raconter dans le premier épisode. On en avait gardé sous le pied, comme on dit, sous la pédale aussi, hein, on dit les deux. En tout cas, il nous restait des choses à dire. Voilà. Alors l'idée aujourd'hui, c'est d'aller encore plus loin dans le français parlé. Encore une fois, allez d'abord écouter l'épisode 43, même si vous l'avez déjà fait d'ailleurs, puis ensuite revenez ici pour approfondir tout ça. Ouais, on va maintenant entrer dans les détails. Je me souviens, Violaine, que dans l'épisode 43, hein, c'est bien ça, 43, on disait par exemple qu'en français parlé, la négation et le ne sont souvent supprimés. On le dit pas beaucoup hein, en français à l'oral. Par exemple, je mange pas de viande et non, je ne mange pas de viande. Bien sûr, classique. On avait aussi parlé du pronom nous, qui est très 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 souvent, pour pas dire tout le temps, remplacé à l'oral par on. Nous mangeons des pâtes? Non. On mange des pâtes. Bref, voilà, plein de conseils chouettes à réécouter dans l'épisode 43. Mais aujourd'hui, on va vous lister... Allez, je sais pas exactement combien, 9, 10 nouveaux points qui vont vous aider à vraiment passer un cap, encore aller plus haut pour mieux comprendre les gens qui parlent français. Quand j'ai pris des notes tout à l'heure, je me suis dit ça va être parfois un peu technique hein, de parler de ça ou précis, il va falloir être un peu concentré. Donc si je peux donner juste un conseil, prenez un cahier, je sais pas, ce que vous avez sous la main, un stylo, prenez des notes en fait. Vous pouvez aussi nous écouter en plusieurs fois, écouter cet épisode en plusieurs fois, mettre pause évidemment et bien sûr CD de la transcription ultra détaillée qu'on écrit nous-mêmes et qui est disponible aussi sur notre Patreon, Violaine. Va falloir s'accrocher, mais on va essayer d'être les plus pédagogues possibles. Et c'est aussi pour ça que j'observe Nathan devant moi, qu'on a pris quand même tous les deux pas mal de notes de notre côté et plus que d'habitude, j'ai l'impression. Et je sais pas ce que t'en penses, comme pour la dernière fois, je pense qu'on va justement alterner les conseils, une fois toi, une fois moi. Ça te va? On peut faire comme ça, je sais pas ce que t'en penses. C'est une bonne idée? Ça me va. Ok. Allez, à toi l'honneur, donc je te laisse commencer. Juste pour préciser qu'on va commencer par donner d'abord des petits conseils de grammaire, hein. Ensuite, on verra de la prononciation et puis on terminera avec du vocabulaire, si t'es d'accord. Parfait. C'est parti. Donc, je me lance. Premier conseil que je peux donner en grammaire, donc, je vais commencer par, allez, celui-là. Bon, je vais essayer d'être précise et c'est quelque chose que tous les deux, Nathan, ont dit, mais tellement de fois pendant un épisode. Si je te dis, par exemple, moi, je, toi, tu, lui, il. Eux, ils ou elles font du sport, par exemple. Eux, ils font du sport. Ou elles font du sport. C'est ça. Donc à l'oral, c'est super fréquent. Quand on veut insister, quand on veut mettre en valeur quelque chose, on va le mettre souvent au début de la phrase. Donc nous, on dit tout le temps « moi, je fais ça ». Par exemple, on utilise le « je », le « tu », etc. Et on va venir le doubler avec un pronom « moi »,« toi »,« lui »,« eux ». Etc. Donc,
Toi, tu fais du sport. Elle fait du sport. On le dit 2 fois. Et pour on, tiens, ça c'est une question importante parce qu'on le dit souvent, on, évidemment. Pour on, qu'est-ce qu'on dit ? Pour on, petit piège, on va utiliser nous, donc on va dire nous, on fait du sport. C'est super fréquent quand on parle, et ce serait bizarre de juste dire je fais du sport, seul, comme ça, tu vois. Non, on va dire moi, je fais du sport. C'est vrai qu'on l'utilise beaucoup pour insister, pour mettre en valeur ce qu'on dit, mais aussi on l'utilise beaucoup quand on veut opposer ou marquer une différence. Par exemple, moi, je suis super sympa, mais mon boss, lui, il est agressif. Exactement, c'est vrai. Et souvent, la personne ou la chose qu'on veut mettre en avant comme ça dans la phrase, on va la mettre au début de la phrase. Encore un exemple, mon prof, je l'adore. On pourrait très bien juste dire à Violaine, j'adore mon prof. Ça pourrait passer, c'est évidemment acceptable. Mais c'est plus fort en fait de le dire comme ça, et plus commun donc de dire mon prof, je l'adore. Ouais, ou cette personne, je l'aime beaucoup. Ouais, c'est ça. Ou cette personne, je ne lui parle plus. Mon téléphone, il ne fonctionne plus, ou mon téléphone, il fonctionne mal. C'est ça. C'est vrai que répéter le pronom « il » comme ça, c'est pas indispensable dans cette phrase. Si tu regardes juste la grammaire, évidemment, on peut faire sans. Mais en français parlé, c'est beaucoup plus naturel de le dire comme ça. Mon téléphone, il fonctionne mal. Ouais, franchement, c'est 10 fois plus naturel, c'est clair. Ouais, franchement, c'est très, très naturel. On passe au deuxième et c'est à toi. Allez, on enchaîne. J'espère que c'était assez clair. C'est pas trop difficile ce qu'on vient d'expliquer, donc on peut passer au suivant. Pour te dire la vérité, Violaine, c'est en ayant des classes avec certains d'entre vous qui nous écoutez que je me suis dit, allez, Nathan, il faut que tu en parles parce que c'est tous les jours, peut-être tout le temps, qu'on utilise ces 2 petits mots que vous connaissez tous, j'en suis sûr, mais que vous utilisez pas assez. En tout cas, à mon goût, à mon avis. Ce sont les 2 fameux pronoms en et i. Et je sais que ça, c'est un point sur lequel beaucoup d'étudiants ont des difficultés et même les niveaux les plus avancés, alors que ça peut paraître facile. Complètement. Et tu vois, justement, j'écrivais ce matin un texto sur WhatsApp et en l'espace de 3 lignes, en seulement 3 lignes, j'ai compté peut-être 3 ou 4 fois ces pronoms, en seulement 3 lignes. Voilà, et sans m'en rendre compte, c'est ça en fait. Ce qui est important, c'est qu'on s'en rend pas compte. Et c'est vrai que c'est indispensable de les maîtriser parce que je trouve que ça rend la manière de parler beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturelle. Alors, en fait, il faut d'abord les comprendre et puis ensuite, il faut les utiliser. Et en général, c'est là que c'est un peu compliqué. Ouais, alors on va pas entrer dans les détails maintenant, Violaine, et expliquer ici les règles, mais rapidement, quelques exemples. Si je te dis, allez Violaine, est-ce que tu te souviens de ton dernier voyage ? Toi, tu vas répondre ? Ouais, je m'en souviens. Car se souvenir de quelque chose. Est-ce que tu parles de ton dernier épisode de podcast, Violaine ? Ouais, j'en parle parce que c'est parler de quelque chose. C'est ça. Est-ce que tu as besoin de ton stylo maintenant ? Ouais, j'en ai besoin. Enfin non, pour être honnête, j'en ai pas besoin. Ouais, t'en as pas besoin. Donc voilà, les verbes, les compléments avec de, vous avez compris, pour éviter la répétition, on utilise en. Et ça, croyez-nous, vous devez en fait vraiment essayer de plus l'utiliser dans vos conversations. En fait, surtout dans les questions-réponses un peu au tac pour aller plus vite. On verra franchement vraiment la différence après. Ouais. Nathan, autre question pour toi. Est-ce que tu as acheté des pommes au supermarché ? Ouais, j'en ai acheté. Là, vous voyez qu'on parle d'une quantité des pommes, une quantité qui n'est pas précise. Quand on utilise des, on ne sait pas combien. Donc, j'en ai acheté et pas oui, j'ai acheté des pommes. Bah oui, c'est vrai que si tu répètes des pommes dans la réponse, donc dans la question et dans la réponse, on utilise des pommes, c'est bizarre, c'est pas du tout naturel. Je trouve que l'effet est le suivant, c'est un peu lourd. Tu vois, la phrase est plus lourde et donc c'est forcément aussi plus long. Et presque trop scolaire. Ouais, trop scolaire et en fait c'est absolument pas naturel. Et
malheureusement, ça je l'entends encore beaucoup trop chez les étudiants qui ont pourtant un très très bon niveau. Mais en vrai, c'est normal parce que on le sait, ça n'existe pas dans les autres langues. C'est quand même très français. Notamment en anglais. Oui, voilà. En anglais, par exemple, c'est pas du tout le cas. Donc, évidemment, c'est pas automatique. Mais franchement, à force de pratique, voilà, il faut vraiment pratiquer ça dans le but de franchir un cap en français. Ouais. On a vu en, on peut voir i aussi, hein, y, qui est évidemment tout aussi important. Bien sûr. Vas-y, peut-être. Donc là, Y, c'est pour remplacer deux choses. Ouais. Le lieu, par exemple, Nathan, est-ce que tu vas en France ? Oui, j'y vais. Enfin, non, j'y vais pas. On peut dire les deux, hein, l'affirmation et la négation. Et est-ce que tu retournes en Europe bientôt ? Ouais, j'y retourne. Donc Y pour le lieu, mais aussi pour les verbes avec la préposition à. Et ça, il y en a pas mal. C'est clair. Est-ce que tu as pensé à nettoyer le frigo aujourd'hui ? Ouais, j'y ai pensé. Laisse-moi te poser une petite question. Celle-là, je ne l'ai pas notée. Est-ce que tu t'intéresses à la politique ? Ouais, je m'y intéresse souvent. Est-ce que tu participes à des événements dans ta ville ? Ouais, j'y participe une fois par semaine. C'est faux, non ? Ouais, c'était juste pour l'exemple. C'est pour l'exemple. En donnant tous ces exemples, je suis sûr qu'on a des gens qui se disent « Allez, on sait déjà ça, on connaît la règle, rien de nouveau. » Peut-être, mais on souhaite juste rappeler l'importance de ces deux petits mots qui sont tout petits, mais à côté desquels souvent on passe. C'est bien ça, donc c'est vraiment super, super important. Allez, on enchaîne. C'est quoi le point suivant, Violaine ? Bah écoute, on continue avec de la grammaire parce que je sais que t'adores ça. Premier degré, j'adore ça. Vous savez, les Français aiment, quand ils parlent, changer parfois un peu les prépositions. Ça veut dire que, par exemple, quand il faut dire à, ils vont dire sur. Est-ce que tu as un exemple ? Ouais, j'ai un exemple. Par exemple, ce week-end, je vais sur Paris. C'est vrai que normalement, en bon français, je mets des guillemets, on va dire je vais à Paris. On est d'accord sur ça ? Pareil, on va dire parfois oh, moi j'habite sur Bordeaux. Et pas on habite ou j'habite à Bordeaux. Alors, on entend les deux, hein, bien sûr, mais en français parlé ou en français familier, beaucoup de Français disent sur. Toi, par exemple, est-ce que tu utilises je vais sur Paris, je vais sur Bordeaux ? Honnêtement, je crois pas. Après, ça peut m'arriver, mais dans la majorité des cas, non. Moi non plus, mais voilà, c'est quand même important de savoir que c'est fréquent. Je crois qu'on avait abordé ce point dans un autre épisode. Je me demande si c'était pas sur l'épisode consacré aux fautes que les Français font quand ils parlent. Et en fait, sur ça, voilà, mea culpa, je dois dire que depuis, j'ai mis, j'ai mis comme un peu d'eau dans mon vin. C'est-à-dire que je suis plus modéré sur cette question. Voilà, est-ce que c'est une faute de français de dire sur Paris et pas à ? Alors, évidemment, si tu ouvres un livre de grammaire qu'on t'enseigne, que tu apprends, oui, c'est une erreur. Mais le français, il faut le rappeler quand même, c'est une langue vivante qui évolue donc avec le temps. Et le français, tel qu'il est parlé, ça reste du français tout simplement. Exactement. Et ouais, en effet, t'es pas obligé de le dire. Toi, si t'as pas envie, regarde, nous tous les deux, on dit pas je vais sur Paris. Mais c'est vrai que c'est bien de savoir que ça existe. Comme ça, en fait, ça vous permet de comprendre les gens quand ils parlent. Tout à fait. Et dans les prépositions qui changent, il y a aussi la préposition de qui est parfois remplacée par a. Un peu compliqué peut-être comme ça, mais vous allez voir. Je vous donne un exemple. On entend des natifs dire parfois quelque chose comme « c'est la voiture à ma sœur », alors que normalement, on doit dire « c'est la voiture de ma sœur ». Et ça, je sais que ça peut faire mal aux puristes, un peu mal aux oreilles des puristes de la langue. En tout cas, voilà, aux plus conservateurs d'entre nous. Hein. C'est considéré comme une grosse faute qui fait mal aux oreilles. Ouais, et c'est marrant parce que j'ai entendu une dame hier juste sous notre fenêtre. Ah ouais ? Elle disait « oh, ce chat, c'est le chat à la voisine ». Et pas « c'est le chat de la voisine », comme on devrait dire normalement. Moi, alors ça me fait un peu bizarre d'entendre ça. On va dire que moi, je le dis pas, mais c'est vrai que c'est bien de le savoir et de savoir que ça existe.
Et évidemment, ça reste du français, c'est même du français plutôt familier, Totalement. je dirais. Mais je crois qu'à force de l'entendre, je me suis un peu habituée. Complètement d'accord. Moi non plus, je ne l'utilise pas, mais il faut le savoir. Tiens, Violaine, on enchaîne là encore, et il y a quelque chose qu'on nous disait de faire quand on était journaliste. Moi, je me souviens qu'on me disait, en tout cas mes chefs, quand je devais, écrire un journal, préparer un journal pour la radio, on me disait toujours, ah, Nathan, n'utilise pas ça, mais cela. Parce que voilà, c'est plus joli, c'est plus agréable, c'est du meilleur français. Et pour être vraiment précis, les journalistes disent pas vraiment cela, exactement comme ça, mais plutôt cela, Ouais. en mangeant le E. C'est vrai, ils disent pas cela, ouais, cela. Cela va bien. Quand vous écoutez la radio, les infos, tout le monde entend ça. Hein. Cela fait plaisir ou cela fait plaisir. Cela s'est passé, je sais pas, dans le sud du pays. Et ça m'a marqué, tu vois, parce que j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre de dire cela, parce qu'on le dit pas vraiment. Et en même temps, c'est vrai que c'est plutôt joli et agréable à entendre. Mais voilà, ce qui est important de dire là, c'est que ce qu'on entend à la radio, ce n'est pas la vraie vie. Et ce n'est pas la manière dont les Français parlent réellement. J'imagine que tu es d'accord. Voilà, est-ce qu'on dit dans la vraie vie, Violaine, est-ce qu'on dit souvent cela ? À l'oral, très rarement, pour ne pas dire jamais. C'est vrai que cela, c'est un petit peu soutenu, formel. À la place, on va dire ça. Ouais. Je réfléchis, mais on va dire ça. Est-ce que tu as un exemple à nous donner ? Ouais, j'ai pensé à cette phrase. Par exemple, tu partiras demain en vacances si cela te va. Ouais, un peu soutenu si cela te va. On va plutôt dire tout simplement tu partiras demain si ça te va, si ça te convient. Tout cela est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. Tout cela est bizarre, non. Tout ça est bizarre. Voilà, cela devient ça, tout simplement. Je suis sûre que cela va arriver. Non, je Non. suis sûre que ça va arriver. C'est clair. Cela fait 10 ans que je suis parti en France. Non, pas du tout. Tout simplement, on va dire ça fait 10 ans. Et tu sais, ça me fait penser à des phrases que mes étudiants, en tout cas certains d'entre eux, aiment dire et qu'ils utilisent beaucoup. Il est important de, il est nécessaire de, Bien sûr. avec le il est. Là encore, pour nous les natifs, c'est quand même une manière de parler assez soutenue et assez formelle. Franchement, nous, à l'oral, on va préférer c'est. C'est important de, c'est nécessaire de. Voilà, pensez bien à tout ça, parce que ça semble simple, dit comme ça, mais dans la réalité, c'est vrai que si on n'y pense pas, on oublie un peu de dire cette façon-là et on oublie qu'on a cette façon-là pour construire nos phrases. Ouais, t'as raison, c'est vraiment une habitude qu'on entend souvent. Alors, pas d'inquiétude pour tous les gens là qui nous écoutent, c'est une habitude très commune que beaucoup d'étudiants ont. Mais c'est important de le rappeler, Violaine, parce que ces phrases, finalement, on les dit super souvent. Donc, c'est important pour nous aussi, je pense, de les enseigner de notre côté. Violaine, est-ce qu'on peut passer maintenant à quelques tips, quelques petits conseils concernant la prononciation ? Ouais, bonne idée. Donc pour la prononciation, on a déjà dit pas mal de choses hyper utiles dans l'épisode 43. Il y a encore plein de choses à dire, mais là, fallait faire des choix, fallait en choisir une ou deux, on va voir. Et donc moi, j'ai pensé à un truc qui revient souvent quand on parle, ça concerne qui et que. En gros, en français parlé, qui peut devenir que, donc QU apostrophe. Ouais, c'est difficile un peu à prononcer. Parce que là, on entend le son que, mais c'est pas... Ouais, comme tu dis, c'est pas que, c'est QU apostrophe. Et que, lui, peut totalement disparaître. Je vais m'expliquer, on va faire un exemple comme d'hab, mais franchement, c'est assez simple. Essayons d'être clairs. Quand tu utilises qui dans une phrase et que juste après, le mot commence par une voyelle ou un H muet, qui devient que. Donc QU apostrophe. Ouais, exactement. Qui devient que. Exemple, c'est toi qui as fait ça, va devenir c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as fait ça, exactement. Un autre, c'est elle qui habite là-bas, va devenir c'est elle qui habite là-bas. Pourquoi ? Tout simplement parce que le verbe habiter commence par un H muet. C'est très vrai. Quand tu m'as dit justement, Violaine, ce matin, que tu allais parler de ça dans l'épisode, c'est drôle parce que
Dans la foulée, je suis allé faire un tour. Je suis allé me promener comme un peu tous les jours pour me dégourdir un peu les jambes. Et ben, j'écoutais un podcast de foot que j'adore. Et justement, l'un des intervenants a sorti naturellement cette phrase que j'ai notée sur mon tel pour m'en souvenir, sur mon téléphone. Voilà. Il a dit c'est ça qu'est magnifique dans le football. C'est ça qu'est. Donc Q-U'-E-S-T. Et pas c'est ça qui est magnifique, qui est évidemment correct. Les deux formes sont correctes. Donc voilà, je trouve ça un peu marrant ce clin d'œil. Et ça prouve bien que c'est très utilisé, ce qu'on vient de dire. Donc on a parlé de qui, et maintenant si on doit parler de que, on va parler de que qui lui va totalement disparaître. Ça c'est fou. Et là, c'est franchement familier. Je crois que toi, t'en avais parlé dans une de tes vidéos sur YouTube. C'est très vrai. Vidéo sur comment poser une question en français comme un natif. Mais c'est toujours d'actualité. En général, quand on pose une question, par exemple, « Qu'est-ce que tu vas faire ce soir ?» Ça va quasi tout le temps devenir « Qu'est-ce que tu vas faire ce soir ?» Qu'est-ce que tu vas faire ? Ah oui, on mange totalement le que, c'est vrai. C'est ça, donc en fait, dans l'expression « qu'est-ce que », on va supprimer le « que ». Exactement. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce tu fais ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce tu dis ? Voilà, c'est du français vraiment familier là. Et en fait, à travers tout ça, comme très souvent en français parlé, on veut parler plus vite, on veut plus de rythme, on veut que ce soit tout simplement plus facile à prononcer. Enfin, on veut. Évidemment, c'est quelque chose de naturel, on n'est pas conscient de ça, mais oui, couper un peu les mots quand on les prononce, c'est juste pour être plus efficace, en fait, plus rapide, quoi. Tout simplement. Et toi, sur la prononciation, est-ce que tu as envie de parler de quelque chose, de nous partager quelque chose ? Ouais, alors, accrochez-vous. J'ai noté un truc qui me paraît super utile aussi, parce que ça arrive super souvent dès qu'on parle, en fait. Et là, on va s'intéresser à la fin des mots. En français parlé, souvent, je pense que tu le sais, Violaine, tu l'as remarqué, souvent on coupe le R et le L. Je vais m'expliquer et regardez évidemment bien la transcription pour vous aider, pour nous suivre. Mais en gros, quand on parle vite, Violaine, est-ce que le verbe, par exemple, mettre est vraiment prononcé comme ça, mettre ? Non, pas tout à fait. Exemple, comment tu prononces cette phrase ? On va mettre de la musique de manière naturelle. Si tu parles vite à un natif, comment tu dis ça ? On va mettre de la musique. On va mettre de la musique ? On va mettre et pas mettre. Donc on supprime le R et le E à la fin. Et c'est pareil avec d'autres mots qui se terminent par re ou par RE. Il y en a quelques-uns. Je pense à notre ou votre. Par exemple, notre téléphone. Notre téléphone, quand on parle vite, on va prononcer notre téléphone. Notre téléphone. Votre téléphone, comment on prononce ça ? Votre téléphone. Votre téléphone, etc. Il y a aussi un mot qu'on mange tout le temps. Enfin, la fin de ce mot, c'est autre. Le re disparaît quasi tout le temps et on dit autre. Par exemple, j'ai une autre chose. On va plutôt dire j'ai une autre chose à dire. C'est vrai que c'est très rare de prononcer autre comme ça s'écrit. Parce que c'est un peu difficile pour nous. C'est vrai. Un autre verbe, tout simplement, l'un des verbes les plus importants et les plus connus, le verbe être, le plus basique, à l'infinitif. Quand il y a un mot juste après, on va parler vite et on va prononcer être, mais être. Juste le E et le T, quoi. Je fais du sport pour être bien, et pas pour être bien. 4. Bien sûr, 4, et pas 4. Par exemple, il y a 4 personnes dans ce bureau. On prononce comme ça quand on parle assez vite, et oui, voilà. Exactement. Il y a le re, tu as raison, mais il y a aussi le, L-E, à la fin du mot. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais par exemple, est-ce qu'on dit « je suis capable de quelque chose » ? Non. Enfin, on le dit, mais en parlant vite, dans la réalité, on va dire « je suis capable de faire ça ». Je suis capable de faire ça. Et sur ça, ça marche avec plein de mots qui terminent par le, genre terrible. Il est terrible ce film ou il est terrible ce film. Si tu écoutes bien, franchement, si tu fais attention, on supprime bien LE. Il est terrible ce film.
Probable aussi. C'est probable que je rencontre Emmanuel Macron. En vrai, quand on parle, on va prononcer « c'est probable que je rencontre Emmanuel Macron ». Un objet du quotidien aussi qui est devant nous là, une table. Ouais. Quand je prononce dans une phrase « j'ai acheté une table sur Internet », Non, j'ai acheté une table sur Internet. J'ai acheté une table sur Internet. Voilà comment on va vraiment le dire, nous, les natifs. c'est presque musical. Mais bref, il y a plein d'autres choses et ça fonctionne toujours un peu pareil. En vrai, je trouve ça vraiment cool de s'arrêter sur ça. Parce que bien sûr que nous, quand on parle, on se rend pas vraiment compte qu'on prononce pas les mots exactement comme ils sont écrits. Non, c'est évident. Ça, c'est une certitude. On avance, le temps presse. En plus, on parle un peu plus doucement, évidemment, que d'habitude. C'est pour être très clair. Ça, c'est important. Donc, on va essayer de passer maintenant au vocabulaire. Là encore, selon moi, ce qui fait à la fois la richesse du français, mais aussi, en fait, sa difficulté. À mon avis, je pense que c'est la diversité et c'est l'abondance de mots, de verbes. Il y en a plein, tout simplement, pour dire parfois un peu la même chose, c'est vrai. Évidemment, à quelques nuances près, on le sait, on peut avoir parfois 3, 4, 5, 6 verbes différents pour parler d'une seule chose, en fait. Ce qui fait que vous enrichirez toujours votre français. Donc ça, c'est positif. Si vous voulez un conseil, la clé pour progresser en français parlé, c'est aussi quand même beaucoup l'argot. On l'a déjà dit, mais beaucoup les expressions idiomatiques qu'il faut apprendre petit à petit, qu'il faut noter aussi. Et en fait, pour savoir si c'est encore actuel, encore à la mode, parce que parfois ça peut être un peu ringard, c'est simple. Si vous l'entendez dans une série récente ou si c'est dans un film qui est sorti dans les 20 dernières années, ou je sais pas, que vous avez entendu ce mot ou cette expression dans la rue, dans un café ou même à la radio, eh bien ça veut dire que cette expression, elle existe et elle est encore actuelle, quoi. Ouais. Oui, et en plus, si cette expression vous plaît, en fait, vous fait plaisir de l'utiliser, c'est parfait. Donc, allez-y, apprenez-la, utilisez-la, amusez-vous aussi. En fait, c'est comme un jeu, personne vous le reprochera, quoi, d'utiliser tel ou tel mot qui vous plaît. J'espère. Mais normalement, oui, personne vous le reprochera. Niveau vocabulaire, il y a un truc que je trouve très chouette à souligner pour le français parlé, c'est quand même l'importance des abréviations. Tout à fait. Toujours en économie de mots. On l'avait déjà dit dans l'épisode 43, mais quand on parle, c'est vrai que franchement, certains mots français sont trop longs. On a la flemme, clairement, de les dire, donc on s'amuse à couper, à supprimer à la fin une syllabe ou plusieurs. Encore des exemples, toujours pour illustrer nos propos. J'ai participé à une conférence ce week-end. Non, à l'oral, j'ai participé à une conf. Je suis allé voir une expo à Paris, on va dire comme ça. Ouais, pour une exposition d'art. J'en ai noté aussi quelques-unes très utiles l'été quand il fait chaud, le frigo. Mets une bouteille dans le frigo, s'il te plaît, pour le réfrigérateur. Pas simple à prononcer, c'est pour ça aussi qu'on le coupe, ce mot, qu'on le réduit. Tu sais que ma grand-mère, d'ailleurs, dit encore un réfrigérateur, mais je pense honnêtement que ça doit être l'une des dernières en France à l'utiliser. Mais parce que c'est vrai que c'est très difficile à prononcer. Moi, j'ai du mal. Ouais. Autre exemple, je regarde un match de foot à la télé. Bien sûr, foot pour football et télé aussi. Tiens, il y en a deux dans cette phrase. Télé pour télévision. En vrai, c'est super rare de dire télévision et télé, c'est vraiment devenu la norme, je pense. Pour rester dans le sport, on a aussi le basket pour basketball. Ouais, et tiens, un mot un peu utile qu'on peut utiliser évidemment dès qu'on sort en France, quand on va dans un resto ou un café, on va dire le déca. Le déca pour le décaféiné. Ça, c'est super pratique, un café sans caféine. Quand il est un peu tard, un décaféiné. Donc voilà, si vous allez dans un resto, que vous en voulez un, c'est pas hyper naturel de dire s'il vous plaît, un décaféiné. Non, on va dire un déca, s'il vous plaît. C'est vrai. C'est vrai, et j'en demande souvent au resto le soir pour terminer le repas. Et puis tu viens de le dire, le resto pour le restaurant. Ah ouais. D'ailleurs, j'ai remarqué que les mots qu'on coupe comme ça, qu'on abrège, se terminent souvent par la lettre O. Ouais,
très souvent, moi qui ai fait de la musique, ça me parle, je vais dire cette personne joue du saxo pour le saxophone. C'est plus rare de dire le saxophone, voilà. Mais en général, et c'est peut-être pour cette raison que c'est compliqué de comprendre des Français qui parlent, en fait, il y a plein de mots qui font l'objet de déformation. C'est-à-dire qu'on va déformer, on supprime la fin pour ajouter des nouvelles choses. Tu sais comment ça s'appelle, le langage un peu technique de ça, on appelle ça des suffixes, cette fin de mot. Et donc, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On a quelques exemples. Parfois, à l'oral, on va ajouter le suffixe « oche ». Le son « oche », ouais. À la fin, je prends l'exemple du cinéma. Alors, à l'oral, on va dire « je vais au ciné », mais on peut aussi dire en français plus familier « je vais au cinoche ». Et là, vous voyez, on a ajouté le « oche » à la fin. Ouais, pareil, pour dire c'est facile, on peut dire c'est fastoche. Ah, tiens, cet exercice est super fastoche. Français familier, encore. Français familier, pareil, la téloche pour la télé. C'est familier, mais voilà, on peut dire, allez, vas-y, allume la téloche, s'il te plaît. Voilà. Parfois, c'est hoche. Dans d'autres mots, ça va être bien sûr différent, sinon ce ne serait pas marrant. Il y a des suffixes qui ont une signification négative. Est-ce que tu as remarqué ça ? Par exemple, je pense au son à la fin, quand on ajoute ar, A-R-D, ou hoc, le son hoc. C'est souvent négatif. Le sens, tu vois, est péjoratif. J'ai un exemple. Cet homme ou cette femme est flemmard ou flemmarde. Ça veut dire, voilà, il est paresseux, il a la flemme. Un autre, il est pleurnichard. Ça, c'est quelqu'un qui pleure ou qui se plaint beaucoup. Voilà. Et en hoc ? Un vioc. Un vioc. Très français familier pour parler d'un vieux, d'une vieille personne, d'une personne âgée. Ouais. Mais encore une fois, dans un sens péjoratif. J'ai aussi un amerloc. Ça peut parler à certaines personnes qui nous écoutent. C'est un mot aussi familier. Peut-être là encore un peu péjoratif, je sais pas, pour parler des personnes qui viennent, qui habitent, qui sont nées aux États-Unis. En général, si quelqu'un l'utilise, c'est assez négatif. C'est un petit peu péjoratif. Et une autre terminaison, fin de mot qui revient beaucoup en français à l'oral, encore plutôt familier, c'est d'ajouter os à la fin, ouais. OS. Ça, ce sont mes préférés. Ça fait le son os. Comme tu as dit, OS, je trouve ça drôle parce qu'on dirait presque un son espagnol. On n'est pas habitué à ça en français. C'est vrai, on n'est pas habitué à ce genre de terminaison. Pour dire par exemple rapidement, on peut dire rapidos. Rapidos. Nous, on l'utilise. Ouais. Par exemple, bon allez, on cuisine rapidement et on part. On peut dire, bon allez, on cuisine rapidos et on part. Ouais. Un autre mot qu'on dit souvent ensemble avant d'enregistrer, le matos pour le matériel. Là, quand on a du matériel devant nous, on va dire allez, on sort le matos, on va s'installer. Sort le matos, on va bricoler. Aussi pour le bricolage, c'est un mot qu'on utilise, quoi. Français familier toujours. Ouais, ça peut être technologique ou alors pour le bricolage. Ouais, le matos, il y en a plein. Je disais rapidement, mais il y a aussi discrètement. Alors rapidement, c'était rapidos, discrètement, bien sûr, discretos. Par exemple, on va leur faire une surprise, donc on y va discretos, tu vois. À l'oral, quand on est à l'aise avec les gens à qui on parle, on peut le dire comme ça. Et si tu te balades aussi la nuit dans une grande ville, c'est un peu, tu vois, l'ambiance est un peu bizarre, tu te sens pas hyper bien, c'est peut-être même un peu dangereux, t'as un sentiment, on va dire, d'insécurité dans ce quartier. Tu peux dire... Ah, c'est craignos ici. Ouais, c'est craignos. Donc craignos qui vient du verbe craindre. Ouais, de la peur. De la peur. Bon, ça on le dit aussi, nous, beaucoup. De toute façon, en fait, tout ce qu'on vous dit là, franchement, vous pouvez nous faire confiance. C'est très, très, très utilisé. C'est pas du tout rare. Et ouais, et bon, le petit souci, c'est que malheureusement, ces mots qui sont modifiés à la fin... il n'y a pas vraiment de règles. Il faut petit à petit les découvrir, les noter et ensuite essayer de les utiliser et de les mémoriser. Voilà, Nathan, je sais pas ce que t'en dis, mais entre l'épisode 1 et l'épisode 2, déjà si vous vous concentrez sur tous les éléments qu'on vous a partagés, sur tout ce qu'on a dit, je suis convaincue que vous allez mieux comprendre un français qui parle. Ouais. Un conseil à donner peut-être ?
Moi, je vous conseillerais aussi, si vous regardez des films ou des séries avec des sous-titres, et même quand vous nous écoutez avec les transcriptions, d'essayer ou d'accepter parfois de retirer les sous-titres, même pendant quelques minutes, juste vraiment pour vous forcer à écouter la prononciation, pour vous concentrer sur comment les mots sont dits, et en fait, ça va vraiment entraîner votre oreille. Exactement. Donc voilà, faites cet effort 5-10 minutes par jour, pas plus, c'est suffisant et c'est déjà très bien. Exactement, et j'ajouterais aussi, notez tout ce qui vous semble bizarre peut-être à l'oral, et si vous avez la chance d'en connaître peut-être, de poser la question à un natif, un français ou un francophone natif, demandez-lui ce que ça veut dire, même s'il n'est pas prof, Yolène, il pourra vous dire ce que ça veut dire, d'où ce mot vient, etc. Et voilà, et surtout, dernier petit conseil, être patient, c'est normal. Ouais, et puis comme on dit, ça va payer, la patience va payer avec le temps, et voyez tout ça comme un jeu. Et accepter aussi, je crois, de ne pas tout comprendre et que c'est totalement normal. Nous, les premiers, il y a plein de mots nouveaux en français qui arrivent, qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas et qu'on n'utilise pas. Et c'est la vie. Comme on dit, soyons patients. Bravo si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de l'épisode. Un épisode dense mais indispensable. On espère évidemment que vous avez aimé. On attend vos retours dans les commentaires et on vous dit à la prochaine. Bye bye.